Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas et en fait double étude de cas puisque je suis avec Christophe et Jordan. Bonjour. Bonjour. Salut Michael. L'idée c'est de pouvoir avoir une discussion ensemble sur l'investissement immobilier, de voir deux parcours différents, deux approches différentes et puis de parler plus généralement de on va dire de liberté financière. On va lâcher le gros mot tout de suite dès le départ, mais de voir de vraies histoires, de vrais parcours et de voir vos motivations, comment vous êtes pris, là où vous en êtes. Et l'idée, évidemment, c'est pas de vous ériger en exemple unique, c'est simplement chacun apporte son expérience, les démarches qu'il a eues et l'idée c'est de pouvoir partager ces messages parce que je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à améliorer leur situation, on va dire financière dans un premier temps et puis globalement à vivre une vie riche, c'est-à-dire une vie qui est plus en accord avec leurs valeurs. On va faire une discussion, on va dire, qui n'est pas très ordonnée puisqu'on va être trois et je vous invite vraiment à prendre la parole, à partager au fil de cette discussion. Et je vais commencer tout de suite par vous demander qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous avez cherché ou vous avez voulu investir, c'est quoi votre pourquoi, comme on le dit derrière ce que vous faites aujourd'hui. Qui veut démarrer du coup? Écoute, je te laisse commencer. Très bien. Allez, des politesses. Moi en fait au début je t'ai connu en 2013 ou 14 quand tu faisais des vidéos sur l'organisation, l'efficacité et le développement personnel pour s'améliorer. Donc ça j'aimais bien, je lisais déjà plein de bouquins donc j'ai regardé toutes tes vidéos. Et après, de fil en aiguille, j'ai percuté qu'on ne pouvait pas avoir la liberté financière et faire un petit peu ce qu'on veut dans la vie si on restait salarié toute sa vie. Donc il y avait le choix d'ouvrir une entreprise, mais bon, j'avais pas d'idée, j'étais pas forcément chaud pour faire ça et quitter mon job. Et il y avait le choix de l'immobilier aussi, où je suis tombé sur tes vidéos et j'ai vu acheter des biens, des immeubles, tout ça. Donc j'ai acheté la formation, à l'époque c'était Académie Esprit Riche en 2015 quand j'ai commencé. Ouais, donc tu étais sur une des, peut-être là ou les premières versions de l'académie. Ouais, c'est ça, une des toutes premières, je crois. Et donc j'ai acheté ça. Déjà, il y avait plusieurs choses dedans. Il y avait l'immobilier, la bourse, plein d'autres choses. Mais du coup, je me suis concentré sur l'immobilier. C'était ce qui me correspondait un petit peu le mieux à l'époque. Et du coup, dans la foulée, en 2016, j'ai acheté mon premier immeuble. Enfin, premier qui pour l'instant est le seul d'ailleurs. Donc j'ai acheté un immeuble avec 4 appartements. Ok. Donc voilà, quelques mois de travaux. Et puis ensuite, ça s'est mis en location et ça tourne bien maintenant. Après, j'ai rebifurqué il y a 2 ans sur essayer de créer une entreprise. Donc j'ai un petit peu changé. Mais vu que là, ça patauge, je recommence à faire des visites et avec ma copine, là, on va acheter prochainement un deuxième immeuble. Ok. Et ton pourquoi derrière tout ça? On va rentrer dans les opérations et puis détailler, tu vois, ce que vous avez fait. Mais ton pourquoi, c'est vraiment de pouvoir à un moment donné avoir une porte de sortie du salariat, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que ça fait 10 ans que j'ai le même job, le même bureau, au même endroit. Bon, c'est un peu une routine, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie pendant encore 30 ans. Et du coup, je me dis un petit peu de liberté, si je peux faire plus de choses qui me plaisent en ayant quand même de l'argent de côté. Bon. Ouais. Et toi, Jordan, du coup, c'est quoi ton pourquoi Écoute, le pourquoi, c'est que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je ne souhaitais pas rester salarié. Donc il y avait cet aspect d'entrepreneuriat un petit peu aussi quand même. Et surtout de pouvoir vivre de quelque chose qui me plaît, quoi. Voilà. Et donc je me suis penché, en tout cas je me suis beaucoup plus intéressé à l'investissement en règle générale et puis de manière plutôt spontanée, surtout l'immobilier. Donc c'est ce qui est venu en premier et donc on en parlait tout à l'heure, mais donc j'avais besoin de savoir où je mets les pieds, quoi. Oui. C'est-à-dire que pas simplement s'arrêter je paye 500 à la banque, je loue 700, moi c'est bon, c'est fini. Non, d'avoir vraiment les derrières de l'investissement et surtout d'éviter au maximum les erreurs et puis de savoir où jouer, quoi. Voilà. Donc moi j'avais pris la formation en 2019. C'était à cheval avec l'achat de notre résidence principale. Donc on avait cet aspect, on recherchait vraiment notre résidence principale et par la même occasion on voulait effectivement avoir l'aspect investissement en même temps. Et donc on avait trouvé ce bien qui alliait les deux
et c'était le bon moment, quoi. Ok, donc là, ouais, ce que tu dis pour les gens pour ceux qui débutent dans l'immobilier, c'est tu cherchais à rentabiliser ta résidence principale, c'est-à-dire avoir un bien mixte avec une partie que vous habitez, une partie qui peut être louée d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est ça, hein? C'est-à-dire, pas forcément, mais c'était vraiment, on avait les fesses entre deux chaises dans le sens où on avait cette envie de RP et on avait aussi cette envie d'investir, étant donné qu'on n'avait encore pas les connaissances sur quel montage pouvoir faire, à quel moment, est-ce que la RP va nous bloquer ou pas, etc. On est tombé sur ce bien qui alliait les deux, du coup, et c'était vraiment ça matchait, quoi. Ça matchait. Et c'était, ça n'a pas été très facile à prendre comme décision parce que je venais de souscrire à la formation et j'avais la sensation en fait de faire le contraire de ce que j'attendais puisque j'achetais quelque chose avant même d'avoir pu avoir les bonnes informations au bon moment. Et donc du coup on s'est dit tant pis, on se lance et puis de toute façon une erreur c'est réparable et puis l'immobilier ça reste quand même assez liquide entre guillemets, donc on pourra de toute façon trouver une solution même s'il y a eu des erreurs, et il y en a eu. Voilà, donc on a fait. Ton pourquoi c'était donc d'arrêter d'être salarié? Oui, alors le but effectivement à terme c'est de pouvoir vivre de la passion. Ouais. Donc ça fait 11 ans que je suis avec ma compagne et on avait toujours eu envie effectivement d'investir et donc l'immobilier a été la première l'idée de base et donc effectivement à terme le but c'est d'en vivre et de pouvoir tous les deux en fait quitter notre job qui est entre guillemets l'outil vraiment pour pouvoir accéder à ça, mais on se lève le matin en allant au travail pour justement arriver à ce point-là, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un côté qui est satisfaisant quand tu travailles pour tes investissements, c'est que tu le fais pour toi. Et donc ça, c'est quand même ça change le sens de ce qu'on fait au quotidien. C'est surtout ça change le sens. Ouais. Ouais. Christophe, je reviens vers toi. Donc tu disais, tu as acheté un immeuble suite à la formation, mais du coup il y a quelques années. C'est ça. Donc tu l'as fait dans la foulée, ça s'est passé comment ce premier achat? Ça s'est passé, j'ai ma sœur qui avait acheté un appart dans la même ville que là où j'ai acheté, à Béziers. Et du coup je me suis intéressé un petit peu aux annonces qu'il y avait et vu que je venais de faire la formation, donc j'ai un peu calculé ce qui était rentable ou pas et j'ai vu qu'il y avait des bonnes affaires à faire par là-bas. Donc je suis allé en visiter quelques-uns et c'est vrai que j'étais pas trop aguerri et j'en ai visité 3-4 à peine et j'ai acheté le 4e qui me passait sous le nez. Finalement il s'avérait qu'il était bien rentable aussi, peut-être qu'il y en aurait eu de plus rentable si j'avais fouillé, mais bon, ça, pour l'époque je connaissais pas grand chose et donc ça allait bien. Tout s'est bien passé pour 3 appartements sur 4, le dernier c'était un petit peu plus compliqué parce que c'est en secteur sauvegardé, soumis à l'avis à l'approbation de l'ABF. Et j'ai dû faire 5 demandes préalables et permis de construire pour que ça soit... Oui, avant de trouver la version qui est acceptée. Voilà. Donc un peu plus laborieux. Mais même avec 3, c'est déjà rentable. C'était déjà... Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas reproduit? Parce que tu disais tout à l'heure c'était le seul investissement, le seul... Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas reproduit plus tôt? Là tu disais, donc vous vous remettez à rechercher. Je m'étais dit, j'ai pas envie de me relancer dans un autre tant que j'ai pas fini celui-là. Bon, je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, mais je m'étais dit non, allez, il faut finir celui-là. Et vu que j'ai galéré avec 5 permis de construire, ça m'a pris presque 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc, parce que c'est à coup de 4 mois. C'est un secteur sauvegardé, c'est 3 mois plus 1 mois. Donc à chaque fois, on reçoit les refus à 3 mois et demi. Donc ça s'enchaîne, le temps de le remanier et tout ça. Donc ça a pris 2 ans. C'est vrai que ça m'avait un petit peu dissuadé. Et puis entre-temps, avec un collègue de boulot, on s'est dit qu'on allait essayer de monter une société sur un projet parallèle. Et là, pareil, depuis 2 ans, on travaille sur ça à temps partiel. Donc j'ai mis l'immobilier de côté. Ouais, donc tu avais ces deux sujets-là qui t'occupaient et ok. Mais là, je compte bien reprendre l'immobilier. Je me suis trouvé il y a 2 ans une copine qui justement a envie d'investir avec son frère. Qui, pareil, elle a acheté un petit immeuble déjà, son frère aussi. Et là, ils veulent en acheter un autre en commun avec une SARL. Donc je vais me joindre à eux pour suivre la voie. Et c'est quoi du coup ton objectif derrière tout ça? Enfin, tu vises je sais pas, un certain nombre de lots, un certain revenu, enfin, comment tu vois la chose aujourd'hui? J'ai déjà réfléchi, c'est vrai que plusieurs fois je me suis posé la question, je me suis dit à partir de quel montant, à partir de quel patrimoine, de quel revenu mensuel tu t'arrêtes ou tu fais autre chose, mais j'ai pas de réponse. Ouais, tu sais pas encore aujourd'hui. L'idée c'est de faire et puis au fur et à mesure je verrai. J'ai pas de réponse. Ok. Et toi Jordan, du coup, donc tu disais, ouais, vous aviez acheté votre résidence principale en premier au final. Oui. Comment ça s'est passé avec cette résidence principale? Est-ce qu'elle est rentable aujourd'hui? Et puis qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Alors, on va dire que
on a limité la casse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cet aspect approche RP et approche investissement qui sont vraiment deux choses bien différentes. Hein. Et donc, il a fallu vraiment trouver le bon équilibre entre les deux. Et finalement, en termes d'investissement, effectivement, ce n'était pas l'affaire du siècle hein, sur le principe. Mais ça nous rembourse quand même une grande partie du... Donc, c'est un prêt gigogne. Hein. Donc il y a plusieurs lignes de prêt, mais donc cette location nous permet quand même de rembourser 80% de l'ensemble. Oui, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Après, il y avait cet aspect création de valeur qui n'a pas été là. Oui, parce que vous n'avez pas transformé ou rénové, c'est ça le... C'est-à-dire qu'il y avait entre guillemets deux possibilités. C'était soit d'acheter avec des travaux en conséquence de ce qu'on aurait pu voulu faire, et donc on aurait pu apporter donc, notre pierre à l'édifice et puis permettre d'apporter une valeur, ou alors dans ce cas-là avoir un prix très très bas, mais fini entre guillemets. Donc c'est ce qui s'est passé. On a réussi à négocier. Alors avec du recul, peut-être pas assez, parce qu'on a fait on a eu une baisse de 20 000 € qui est acceptée d'office en fait immédiate. Et bon, on a toujours cette éternelle question de si j'avais fait plus. Oui, sur pareil. Est-ce que bon voilà, de toute façon c'est fait. Hein. Mais donc effectivement, on n'a pas pu apporter énormément de valeur. On a refait quelques peintures, on a fait changement de sol, on a eu quelques péripéties, des chaudières qui ont cassé dès l'arrivée. Enfin voilà, mais de manière générale, le fait de s'être formé en parallèle n'a pas gommé les défauts, mais ça a permis de rattraper certaines choses. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Ah oui, tu peux donner l'exemple, ça pourra toujours intéresser les gens qui se demandent parfois, mais qu'est-ce qu'il y a bien de concret, c'est quoi les astuces La petite anecdote en tout cas sur ce, donc c'est un local commercial. Hein. Alors, c'est un local commercial. On a acheté donc cet immeuble avec le local de louer. Et ce local était loué 600 € par mois. Voilà. Et puis en parallèle, en faisant la formation, je suis tombé sur mécaniquement sur le module des locaux commerciaux. Et donc tu parlais de l'imputation de la taxe foncière, donc, qui était possible soit pour le lot ou pour l'ensemble des lots de l'immeuble potentiellement. Et donc nos locataires sont partis. Donc on a réinvesti 400 000 € pour remettre un coup de propre, le sol, etc. Et puis on a remis l'annonce donc un peu plus cher pour tenter d'apporter un petit peu plus sur le loyer. Ça ne mordait pas. Donc finalement on a laissé le même loyer, mais par contre on a intégré dans l'annonce le fait que la taxe foncière de l'ensemble de l'immeuble était imputée donc au locataire. Et ça a mordu tout de suite. Et donc finalement, sans avoir fait grand-chose, finalement, en ayant juste la bonne information au bon moment, on a pu gagner 180 € de plus mensuel. Donc on est passé de 600 à 780 et ça gomme à 100% en fait la taxe foncière annuelle des deux lots en fait finalement. Donc c'était rentabilisé quasiment immédiatement et pour plusieurs années puisque finalement pour les prochains ce sera la même chose quoi potentiellement, partiel pas. Mais ce sera pareil quoi. Donc ça a été un bon investissement sur nous-mêmes quoi finalement. Oui, c'est ça, c'est que la taxe foncière de votre résidence principale du coup est payée par le local commercial. Tout à fait. Ouais. Donc c'est assez confortable du coup. Oui, c'est toujours un petit plus. Hein. Ouais. Toujours un petit plus. Ok. Et donc après cette acquisition-là, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait Alors après donc l'achat de la résidence principale avec ce local, je me suis remis immédiatement en prospection. Hein. Donc j'ai commencé à faire des visites, j'ai fait une dizaine de visites. Avec des biens, je faisais mes propres calculs et parfois c'était intéressant, d'autres fois beaucoup moins. Et je suis tombé sur un petit appartement qui était un T2, qui était inoccupé depuis une dizaine d'années, en très très mauvais état. Et pour preuve, on a tombé sur pas mal de cas de figure parce que cet appartement, j'ai mis entre la signature de compromis et la réitération, donc l'achat, il y a eu plus d'un an. Oui. Il y a eu plus d'un an, donc j'ai acheté au prix, voilà, parce que le bien était... alors je voyais déjà ce bien depuis plusieurs mois sur le Bon Coin. Et puis là, j'ai vu une forte baisse, il y a eu 20 000 € de moins d'un coup. Donc il était affiché à, si mes souvenirs sont bons, il était affiché à 45 000. Ah oui, donc c'était déjà un prix petit budget. Mais à rapport à l'ampleur des travaux, bon, c'était pas mal, mais enfin bon, c'était pas l'affaire du siècle, quoi. Et là, je me suis levé un matin, il était à 24 000 €. Donc là, j'ai appelé immédiatement, je me suis positionné tout de suite, donc j'ai été visité. Et il s'est avéré en fait que la personne qui en était propriétaire était sous tutelle
Et le bien en fait était sous saisie de la banque. D'accord. Et donc ça a été très très compliqué parce qu'il y avait enfin, j'ai appris ça plusieurs semaines après, mais il y avait des frais de justice à solder sur ce bien. Donc suite à mince, j'ai perdu le mot, mais quand on lui a pris l'appartement. Hein. Oui, suite à la saisie. Suite à la saisie, merci. Suite à la saisie, donc il y avait eu des frais qui avaient été imputés au propriétaire, qui étaient insolvables. Et donc en fait personne ne voulait payer ces frais. Et donc on me les a imputés en me disant, mais écoute, au dernier moment on m'a dit, c'est toi qui vas les payer quoi. Et moi j'ai dit, non, parce que moi mes calculs de rentabilité ne seront pas les mêmes avec ces frais-là. C'était un montant de quel niveau? C'était 7 ou 8 000 euros, si mes souvenirs sont bons. Par rapport au prix du bien, ça... C'était un pourcentage important comme de l'appartement, bien qu'il restait toujours intéressant. Donc j'ai vraiment essayé de tirer au maximum. Je les aurais mis s'il fallait, mais j'ai vraiment essayé de tirer jusqu'au dernier moment, histoire qu'on ne me les impute pas, quoi. Et donc ça s'est soldé vraiment le dernier jour au moment de la réitération chez le notaire. Hein. Donc ça a vraiment été jusqu'au bout. T'as réussi à pas les payer? Et j'ai réussi à payer 500 € en fait de ma poche. Ça va? Ouais, j'ai réussi à payer 500 €, donc c'était dispatché en fait. On lui a recréé une dette, il y a l'agence immobilière qui a pris un pourcentage, moi j'en ai pris un tout petit du coup. Ça a été très très long. Et donc c'est assez complexe. Donc ce qui a fait que ça dure un an, c'est cette négociation C'était cette négociation et puis en fait au moment où qu'ils ont fait cette casse de prix sur l'appartement, le lendemain en fait l'appartement, s'ils ne trouvaient pas acquéreur, allait partir aux enchères. Ah oui, ok. Voilà. Donc en fait c'était le prix de la mise de départ qui avait été mis immédiatement et l'agence immobilière en fait ne voulait pas perdre la face, donc ils ont mis vraiment le prix minimum. Et donc on est parti comme ça quoi. Ouais, donc là tu es tombé sur une bonne affaire quoi. Sur une bonne affaire, ouais. Je suis tombé sur une bonne affaire. Enfin en tout cas un bon prix. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une bonne affaire? Alors ce qui a fait que c'est devenu une bonne affaire, en plus de ça, il faut savoir que cet appartement, donc c'est une copropriété, hein, c'est un immeuble d'une vingtaine de lots. Et cet appartement, bien entendu, j'avais bien défini ma stratégie à la base, hein, donc je ne suis pas tombé sur un bien par hasard, hein, j'avais bien défini ma stratégie, donc je voulais un appartement qui n'avait pas de chauffage collectif, qui n'avait pas de charge démentielle, si possible une entrée indépendante. Enfin voilà, j'avais vraiment défini mes critères. Et il cochait tout. Donc, voilà, c'était le seul appartement de la copropriété qui avait une entrée indépendante. Il avait un garage, une cave, pas de chauffage collectif, pas de charge de copropriété trop élevée. Et puis il y avait tout à faire. Donc création de valeur full, 100%. Et donc on a tout cassé. Voilà, vraiment, on l'a mis en plateau et on est reparti vraiment du sol au plafond. Hein, donc démolition, ferraillage, électricité, plomberie, plaquer, poncer, peindre. Ok. Mais les travaux, tu avais déjà fait des travaux de telle ampleur ou... Non, j'avais jamais fait de travaux et donc là il y a eu la deuxième difficulté. Et je pense que c'est là où c'est vraiment été le plus difficile, c'est de trouver des artisans sérieux, compétents, au bon prix surtout, disponibles. Et de pouvoir regrouper tous ces critères-là sans avoir en fait de base et de contact, hein, parce que moi j'avais vraiment aucun contact en termes de travaux, j'avais vraiment absolument rien. Ouais. J'ai dû faire 9 devis sur des sociétés pour certaines tout corps d'État, donc vraiment ils me faisaient l'intégralité. Après je me suis dit que le tout corps d'État forcément c'est rarement les moins chers. Et donc je me suis dit je vais prendre poste par poste et puis je vais prendre un plaquiste, je vais chercher un électricien, un plombier, etc. Ça s'avérait super compliqué parce que certains n'avaient jamais bossé ensemble et puis ça allait pas matcher, d'autres se déplaçaient pas, mais du coup il y a l'autre qui attendait sur lui pour me faire mon devis. Enfin c'était vraiment une horreur. C'était une horreur, mais bon, je savais même si dans quoi je mettais les pieds et puis forcément. C'est le plus dur, hein. De toute façon le début. Avoir son équipe, ses contacts, c'est le plus. Je me suis dit, choix difficile, vie facile, donc tu vas assumer jusqu'au bout maintenant. Le bien il est à toi, maintenant tu as les clés et de toute façon à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il soit fini quoi. Donc j'ai pris sur moi, je me suis dit, j'avais pris un différé qui m'a permis en fait, du coup, pas forcément de me faire une trésorerie, mais en tout cas pour ce bien-là, qui m'a permis de faire les bons choix avec du temps. Ouais, sans la pression de. Tu avais combien de différés? J'avais à la base 1 an, j'avais 12 mois de différé. Et j'ai pu encore repousser de 6 mois. Donc ça m'a permis en fait du coup La stratégie de base était vraiment de me créer une trésorerie pour avoir un apport pour le prochain appartement ou le prochain bien en tout cas sans que ça sorte réellement de ma poche. Mais du coup finalement ça m'a servi à pouvoir prendre mon temps et faire les travaux en bonne et due forme au bon prix. Et
Étant donné que j'étais tombé sur des artisans, ça passait du simple au double, enfin, franchement c'était super compliqué. Et niveau justement artisan solution, quelle a été la solution que tu as trouvée, la manière de faire qui t'a… Le bouche à oreille, hein, donc j'ai du coup demandé à différentes personnes qui ont déjà fait des travaux, en fait des contacts. Et finalement, du coup je ne suis même pas passé par eux. Hein. J'ai trouvé dans mon job un client à moi en fait qui était passé, un mec qui cherchait un véhicule, hein, parce que j'étais commercial automobile. Et puis ce monsieur était venu voir pour un véhicule, il est arrivé en habit de chantier, machin, je me suis dit bon tac, à mon avis. T'as engagé la conversation j'ai engagé la conversation sur les travaux. Okay. Et il m'a dit écoute, ouais, potentiellement moi je peux faire ça, je propose du clé en main. Donc ça matchait tout de suite quoi. Et dès le lendemain, je lui ai dit écoute, tu viens, on regarde ensemble et voir ce que tu peux faire. Et là, c'était presque trop beau pour être vrai, mais il m'a donné un tarif qui était 50% moins cher que les sociétés tout corps d'État que j'avais trouvé. Donc c'était vraiment. Et lui, il était seul ou il était en équipe? Il était seul, alors il a même fait un petit peu le rôle du maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a dit écoute, c'était très clair, moi je sais faire ça, plomberie, électricité, je ne touche pas, tout le reste je peux te faire. Okay. Mais en revanche, j'ai les personnes, j'ai les contacts de personnes avec qui je bosse depuis un certain temps pour pouvoir te faire ta plomberie, ton électricité. Et donc, j'ai un peu avancé au feeling, il m'a vraiment inspiré confiance et finalement, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, je suis presque impatient de trouver le prochain bien pour qu'il bosse dedans. Tu l'as fait une belle ristourne sur la voiture. J'ai fait une belle ristourne sur la voiture. Et non, du coup, ça s'est très bien passé. Et puis là, il a fini l'appartement là, il y a quelques jours. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et ça s'est très bien passé, c'est vraiment des finitions extra et au bon prix, avec une personne sérieuse. Ouais, c'est souvent le meilleur fonctionnement d'avoir un artisan assez généraliste qui sait faire pas mal de choses, qui s'occupe du chantier, on va dire, il joue, même si c'est pas écrit forcément sur le devis, mais qui va jouer le rôle de chef de chantier et qui fait intervenir des gens que lui connaît. Et comme ça se passe bien, c'est fluide, il gère les contacts, il gère les plannings. Bah oui, et en plus j'avais eu, on en parlera plus tard, mais j'avais fait l'acquisition d'un immeuble à côté. Et en fait les deux opérations se chevauchaient. Et j'avais eu une très mauvaise expérience sur l'immeuble parce que j'ai eu de l'abandon de chantier, j'ai eu pas mal de difficultés. Et je me suis rendu compte que parfois de tirer le prix au plus bas, c'était pas toujours. Il n'y avait pas que l'aspect prix, il y avait aussi vraiment la qualité et le service derrière. Et puis ces erreurs, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, il y a ces erreurs de donner, de définir dès le départ en fait un certain pourcentage pendant la réflexion, pendant les travaux, quoi. Donc à 30% et 10% à la fin, ou alors le déblocage. Le déblocage, et j'avais super mal géré ça, quoi. J'avais fait super confiance et puis finalement j'avais donné beaucoup trop dès le départ. Et je pense qu'il s'est un peu reposé là-dessus. Ouais. Et ça c'est mal fini, quoi. Donc ça, tu parles d'un autre projet. Ouais. Donc, j'ai fait en parallèle. En parallèle de celui-là, tu as fait un immeuble. Oui. C'est quoi cet immeuble alors un petit peu... Alors pendant ces 1 an de bataille qui va payer donc pour ces frais de justice de cet appartement, j'avais trouvé, donc j'ai pas voulu perdre de temps. Et j'ai encore prospecté et j'ai trouvé un appartement à une dizaine de kilomètres de chez moi, même pas. Et donc j'ai fait la visite, j'ai fait l'offre, bon, c'est passé. Et donc c'est un immeuble de 3 appartements. Donc il y a un studio et 2 T2, un T2 bis et un T2. Et donc il y avait pas la même envergure de travaux parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de plomberie, mais par contre il y avait 3 salles de bain, il y avait 2 cuisines, il y avait 3 sols, il y avait peinture complète, donc des 3 appartements plus des parties communes. Il y avait quand même un peu de taf, et donc cette fameuse création de valeur. Et là j'ai vraiment tiré que sur le prix. En fait, j'ai cherché un prix et pas forcément une prestation. Et ça a été en adéquation. Hein, donc, j'ai eu mon prix. Effectivement, ça ne m'a pas coûté cher. Par contre, ça m'a coûté cher. J'ai mal dormi, quoi. Hein. J'ai mal dormi, ça a pris beaucoup de temps. Encore une fois, il y a eu un différé qui ne m'a pas beaucoup servi, puisque il m'a servi à chercher il m'a surtout servi à courir après d'autres artisans pour faire des finitions, et trouver des artisans uniquement pour des finitions, c'est rarement ce qui les intéresse. Ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout, et moi malheureusement j'avais pas le temps de les faire non plus. Donc ça s'est terminé avec de la famille à faire des finitions, etc. Je les remercie encore d'ailleurs. Alors là du coup c'est quoi les apprentissages que tu peux partager là? Donc tu as dit sur le prix, tu t'es basé trop sur le prix. Ouais. Quels sont les indicateurs? Les leçons à tirer. À quel moment tu t'es rendu compte que que tu as trop regardé le prix, quoi, tu vois? Je m'en suis rendu compte à partir du moment où j'ai vu que c'était pas sérieux, dans le sens où on m'annonçait des délais qui dès le départ n'étaient pas respectés. Hein. Donc
Très clairement, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup, énormément d'erreurs. Hein. Le premier délai ou la première erreur qui t'a... Alors la première erreur, je te dirais que j'avais tellement bien suivi la formation que je m'étais vraiment arrêté sur les aspects techniques, de vérifier la charpente, ces choses-là, que j'en avais presque oublié l'élémentaire. Et en fait, j'avais fermé les yeux en fait, sur le fait que, alors c'est complètement idiot, mais j'avais fermé les yeux sur le fait que l'immeuble n'avait, donc en centre-ville, n'avait pas de place de parking, forcément. Et donc en fait, j'avais fait vraiment abstraction de ça. Je me suis dit, bon, ben voilà, avec la création de valeur que je vais faire, de toute façon, ça va se louer. J'avais mis de fausses annonces sur lesquelles ça avait bien mordu et j'avais vraiment détaillé le fait qu'il n'y ait pas de garage, pas de parking, etc. Et finalement, ça a joué plus que je ne pensais. C'est-à-dire pour la location? Pour la location, hein. Pour la location, la première erreur que j'avais faite, c'est pas, je me suis penché plus sur l'aspect technique et finalement il y avait des aspects élémentaires comme vraiment ce genre de choses. Mais là-dessus, est-ce que tu dirais que tu ne rachèterais pas un immeuble comme ça? Parce que c'est très très courant, hein, des immeubles de centre-ville. C'est très très courant, oui. Alors je l'aurais très certainement acheté, par contre j'aurais très certainement pu aussi le négocier d'une manière différente par rapport à certains défauts. Ah, il y a d'autres défauts que ça? J'avais pour idée à la base aussi d'en diviser un en deux aussi. Ouais. J'avais eu une idée de diviser un appartement en deux et je ne m'étais pas renseigné au bon moment, au bon endroit. Et, c'est tout cet aspect-là. On peut avoir les meilleures informations à un moment ou à un autre. De toute façon, il y a des choses qu'on a loupées. Hein. Voilà, donc, mais par rapport à l'artisan, pour revenir sur ce point-là, lui, c'est à quel moment que tu t'es dit, que tu as réalisé que finalement, ce n'était pas le bon cheval sur lequel tu avais misé, tu vois, en termes d'artisan? C'est vraiment l'aspect des règles qui avaient été établies à la base, qui n'ont pas été respectées. Donc, pas les bonnes informations au bon moment, j'ai peut-être pas assez suivi le chantier non plus, mais on m'a vendu du rêve et finalement, ça s'est pas fait, quoi. Donc, il était là un jour sur trois. Les matériaux qu'il m'avait promis n'étaient pas les bons. Je devais toujours donner des avances sur le chantier. Donc ça, c'est trois bons indicateurs. La personne qui n'est pas là tous les jours. Alors des fois, ça arrive qu'il s'absente pour une urgence ou pour un dépannage, mais voilà, ça, c'est la première chose que tu viens de dire. Deuxième chose, c'est il avait précisé sur le devis les matériaux ou les références ou... Non. Ou c'était à l'oral et puis après il t'apporte d'autres choses, quoi. C'était à l'oral et puis il y avait cet aspect de confiance. Oui. Si tu veux, il y avait cet aspect confiance qui était là et puis je me suis dit bon, il me paraît sérieux, je me fie à ça. Il me paraît sérieux et finalement il s'est même avancé sur certains postes en fait qu'il ne maîtrisait pas. Ah oui. Donc il m'a vendu un peu de je te fais un clé en main, je vais pouvoir faire énormément de choses et finalement tu ne savais pas en faire tant que ça, quoi. Donc peut-être que j'aurais dû aussi lui demander peut-être des photos d'autres travaux qu'il avait déjà effectués chez d'autres personnes ou pourquoi pas faire même une visite de chantier qu'il avait déjà effectué. J'ai avancé à la confiance et je me suis rendu compte qu'en fait dans le business, très clairement on n'avance pas à la confiance, il faut avancer un petit peu. Oui, il en faut un peu mais c'est jamais évident et d'autant que il peut t'amener sur un chantier, il te dit que c'est lui qui l'a fait alors que c'est pas lui. Enfin, tu vois, quand c'est des petits malins, ils anticipent un peu les questions. Non, mais c'est pas évident. C'est pour ça que c'est intéressant de partager ton retour d'expérience parce que c'est courant malheureusement. Et donc sur les matériaux. Et puis le deuxième gros warning, c'est il demande constamment de l'avance alors que ce qu'il a fait ne correspond pas au degré d'avancement de ce qui a été précédemment versé. Voilà, ça c'est un gros warning pour tout le monde. Quand l'artisan fait ça, il vaut mieux couper le plus tôt possible en général, parce qu'après il y a un effet il y a une espèce de fuite en avant. Alors plus tu lui donnes de l'argent, plus tu es engagé avec lui, et plus ça te coûte cher d'arrêter. Et, voilà. Et du coup, comment ça s'est passé avec lui? Parce que tu as dit qu'il y a eu un abandon de chantier. Voilà comment. Ouais, alors il y a eu abandon de chantier, hein, c'est-à-dire que je lui renvoyais des messages, je l'ai appelé, etc. J'étais toujours sur messagerie. Et je commençais déjà à me mettre à l'idée qu'il fallait que je trouve en fait quelqu'un qui prendrait le relais. Je savais déjà d'avance que ça allait être compliqué puisqu'appeler quelqu'un pour des finitions. Quand tu dis finition, c'est-à-dire le chantier en était où? Il restait des plaintes, beaucoup de plaintes. Il y avait des dizaines et des dizaines de mètres linéaires de plaintes à poser, des acryliques, certaines pièces qui avaient été peintes. D'ailleurs, pour en revenir aux indicateurs qui m'ont aussi montré que ça ne se passait pas de la bonne manière, la chronologie du chantier. Ah oui. La chronologie, je me suis rendu compte qu'en fait il était en train de mettre un coup de peinture sur la chambre de l'appartement du haut, puis en même temps il commençait à faire des découpes de plaintes de l'appartement du bas, puis il avait commencé à faire une ouverture dans mon placo sur l'appartement du milieu, puis il y avait un marteau en haut, son tournevis qu'il avait besoin qui était en bas. Enfin,
C'était, même moi qui n'étais pas du métier, je me disais à un moment, c'est pas possible que tu sois organisé comme ça, il y a un problème quelque part, quoi. Alors ça c'est le fameux dicton de la manière dont tu fais chaque chose, c'est la manière dont tu fais toutes les choses. Et ça c'est pas une vérité à 100%, mais c'est du 95%. Ça veut dire que si tu prends quelqu'un de désorganisé, C'est le reflet. Hein. ouais, ça veut dire que son travail va être désorganisé. Et donc, tu prends quelqu'un qui est peu soigneux dans la manière dont il se présente, dont il présente son devis, dont il s'exprime, sur plein de trucs. S'il est brouillon, c'est là que son travail va être brouillon. Et bon, après, il y a des degrés, hein, mais c'est généralement un très très gros warning. Ça veut dire que il y a une prise de risque, quoi. Hein, voilà. Donc ouais. Et donc, cet abandon de chantier, donc je lui ai renvoyé des messages, des SMS, des appels. Et puis moi, en plus, qui était vraiment paniqué dans le sens où je me suis dit, de toute façon, je ne retrouverai personne ou difficilement pour venir faire des finitions. Je vais prendre des pincettes, quoi. Il faut que je le brosse dans le sens du poil et puis qu'il revienne et qu'il me finisse vraiment ça, quoi. Tu lui avais filé plus d'argent que là où il en était? Ou c'était... Oui, parce que finalement, on avait décidé d'un 30-30-30-10, hein, donc 30 au démarrage du chantier pour acheter le matériel, etc. 30 au milieu, 30 à la fin et puis 10% sur les finitions. Okay. Et finalement, il était à la moitié, à peu près la moitié du chantier que j'avais déjà donné 90%. Donc c'était très clairement de ma faute. Hein, voilà. Mais j'avais la sensation aussi que si je ne faisais pas ça, peut-être qu'il n'aurait pas honoré le chantier de la même manière ou peut-être qu'il serait venu moins rapidement, peut-être qu'il aurait pris du coup un deuxième chantier à côté pour pouvoir honorer un peu le mien. C'est toujours le je me suis dit, problème. Mais là du coup, il n'était pas à 50%, il était quasiment à la fin, à part les finitions. Ouais, mais tu avais donné 100%, c'est ça? Ouais, franchement, il restait une centaine d'euros, c'était ridicule, quoi. Ça permettait pas de le tenir. Ça permettait pas. Je veux dire, tu avais donné 100% alors qu'il lui restait quelques finitions, quoi. Au final, c'est ça. Il lui restait, franchement, 10%, mais c'était 10% qui sont. Je pense que c'est très bien. C'est un peu long. Les finitions, c'est très très long, et surtout sur 3 appartements plus des parties communes. Okay. Ça représente. Combien de jours de taf ça représentait ça? Mine de rien, ça représentait quand même, je te dirais bien 3 semaines de travail, quoi. 3 semaines de travail pour un artisan. Ouais, quand même. Donc c'était pour pas un artisan. C'était pas rien. C'était pas rien. Okay. C'était pas rien, et donc du coup. J'ai réussi à lui renvoyer un message sur la messagerie Le Bon Coin parce que je l'avais trouvé cet artisan sur Le Bon Coin. Et il m'a rappelé et il m'a dit écoute, pour X raison, on va passer les détails, mais il m'a dit voilà, ça va pas trop, machin. Donc, j'ai réussi à le faire revenir et il est allé sur les 3 dernières semaines de travail qui restait, il m'a encore fait 1 semaine et demie, on va dire. Mais ça a été très très compliqué. C'était j'ai mal dormi. Ouais. J'ai mal dormi, j'ai dû faire appel à d'autres personnes. Enfin, c'était très chiant. C'était très chiant. Ça m'a donné. C'était un bon apprentissage. Ouais. Une très bonne leçon. Ok. Donc ça, bel enseignement et puis beau partage pour ceux qui regardent l'étude de cas pour pas tirer toujours les prix vers le bas tout le temps. C'est pas une bonne idée. Ouais. Honnêtement, il n'y a pas que le prix. J'ai juste 2 petites remarques sur des trucs que tu as dit sur le principale chose qu'on regrette ou qu'on n'aurait pas fait sur notre investissement. Moi, c'est la distance. Tout à l'heure, tu as dit j'ai acheté à 10 km de chez moi. C'est génial. Moi, j'ai fait la bêtise d'acheter à 5 heures de chez moi, mon immeuble. Je m'étais dit, ouais, il y a ma soeur qui est à mi-chemin, ça me donnera l'occasion de l'avoir, tout ça. Mais en fait, non, bullshit. Faut acheter près parce que 5 heures, quand il faut aller voir le chantier, quand il y a des soucis. Bon, maintenant, ça va, c'est en agence, ils font tout pour moi. Mais au début, le temps que ça se mette en route, 5 heures, c'est super long. Tu peux pas y aller pour la journée, donc il faut forcément prendre le week-end. Donc je ne referai plus le max. Je me dis 2 heures, 3 heures grand max, mais pas plus. Oui, surtout pour la mise en place. Ouais. Moi, effectivement, quand tu achètes loin, il faut entièrement déléguer les travaux et tout, parce que sinon, faire des allers-retours, c'est très vite pesant. Et comme tu dis, c'est tout de suite une organisation et du temps à prendre. Et là, mais là, du coup, depuis qu'il est terminé, parce que ça fait des années au finalement que tu l'as. Oui, ça fait depuis 2017 et ça va, ça se passe bien. L'agence met les locataires de temps en temps. La dernière fois, il y a eu 4 mois de vacances quand même. Ah oui. Et je sais pas, entre septembre et janvier, ils ont eu un gros trou, trouvé personne. Mais sinon, en général, ça tourne bien. Okay, Ils me dérangent quasiment jamais. L'agence, ils m'appellent quand il y a un gros truc. En dessous de 100, 150 euros, ils gèrent eux. Et donc ça va. J'ai bien fait de prendre l'assurance garantie loyer impayé, parce qu'il y en a un qui a des mois, de temps en temps, il paye 1500 euros d'un coup de loyer, mais après, pendant 6 mois, il ne paye plus. Donc je vois sur mes relevés de l'agence, c'est la garantie c'est ça. Ça, c'est l'avantage aussi, c'est un des avantages d'avoir une agence, c'est qu'elle va gérer, normalement elle le fait bien,
la relation avec l'assurance loyer impayé. Et comme ça, toi, tu n'interviens pas, ça ne te prend pas de temps. J'ai jamais contacté l'assurance, c'est eux qui ont tout géré. C'est un truc auquel on ne pense pas souvent, mais c'est un gros avantage parce que l'agence va faire les dossiers. Ça, c'est un des trucs qui savent mieux le faire, la partie administrative. Ils vont remplir les dossiers, faire les déclarations et donc faire en sorte que tu sois payé par l'assurance. Donc ça, c'est une belle tranquillité. C'est totalement transparent pour moi. Je vois juste qu'il doit de l'argent sur mes relevés, mais en face, je vois la garantie qu'il paye. Ouais, donc c'est sûr que sur les assurances sur les impayés, quand on investit, on cherche de la renta forcément, et on rechigne un peu à la dépense sur tous les postes possibles. Mais voilà, l'assurance, surtout quand c'est le premier bien ou les premiers biens, c'est quand même important. Ça permet d'être tranquille et c'est un matelas supplémentaire. Ça rassure aussi la banque. Ça pèse aussi dans la balance. Donc faut pas lésiner là-dessus. Ouais. J'avais une deuxième remarque dernière sur ce que tu as dit tout à l'heure, ton appartement qui était à 45 000, qui a été décoté à 25 000. Ça me fait penser à ma copine qui a acheté son immeuble l'an dernier. L'annonce, elle était à 106 000. Et en fait, c'était un immeuble, je ne sais pas comment elle l'a su, qui était pareil, qui avait été saisi. Et les propriétaires, ils étaient sous la gorge, il fallait qu'ils le vendent pour rembourser. Elle a fait une proposition à 72 000. Je crois qu'ils allaient lui cracher au visage, mais en fait, c'est presque ce qu'ils ont fait. Et finalement, ils l'ont vendu parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Bon, est-ce que c'est bien, pas bien, ça peut profiter des gens comme ça. Mais bon, en tout cas, ils n'avaient pas trop le choix, ça les a arrangés. Donc, elle a eu un prix ridicule. Donc c'est vrai qu'il y a des occasions à prendre. Alors, je ne sais pas si on peut savoir où aller chercher des trucs comme ça. Après, ce qui est intéressant dans vos deux témoignages là, c'est qu'il y a c'est des petits budgets. Parce que souvent, les gens, dès que tu parles d'immeubles, ils se représentent des trucs incroyables. Alors évidemment, les gens qui ne connaissent pas l'immobilier, ils ne se représentent pas ça, mais on n'est pas forcément sur des très gros budgets. Et puis là, sur la négo que tu donnes, c'est le marché, l'offre et la demande quand même. Donc c'est que s'ils ne l'ont pas vendu à 100 000, c'est que ça ne valait pas 100 000 pour X ou Y raison. Peut-être que le bien était mal présenté ou trop de travaux ou je ne sais quoi, mais sinon ils l'auraient vendu à ce prix-là. Donc du coup, pour revenir toi, Jordan, donc sur cet immeuble terminé, tu as fait d'autres investissements depuis ou... C'est en étude. En étude. Mais pour l'instant, donc on a l'ARP qui va, je pense, d'ici très peu de temps, parce qu'en tout cas c'est en étude, c'est en cours, qui va être arbitré. Ok. On a donc le local, cet appartement qui a été en cours de saisie, etc. Et donc l'immeuble de 3 appartements. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais là je suis en train de rechercher un peu d'associations pour d'autres biens. J'ai déjà trouvé les bonnes personnes. Même si la situation s'y prête pas, je suis toujours en perpétuelle prospection en fait. Ouais. Je me rends compte que finalement le plus compliqué en fait c'est rarement de trouver les finances, c'est plutôt de trouver en fait la bonne affaire. La bonne affaire est la plus compliquée à trouver que le financement. Ouais, clairement. Donc je m'attelle à ça et puis si vraiment on met une clause de substitution s'il faut et puis on trouvera une solution pour l'acheter de toute façon, mais donc je m'attelle vraiment à toujours être en perpétuelle prospection. Alors je ne vais pas visiter 12 biens dans la journée, quoi, mais quand il y a un truc intéressant, j'y vais. Quoi. Ouais. C'est en cours, on ne peut pas m'arrêter là. Ok. Et donc tu disais, tu avais un job dans le... C'était quoi ton job? Tu as quitté ton job? J'étais commercial automobile. Tu étais commercial automobile, tu as quitté ton job? Ouais. C'est depuis quand? C'est récent? Depuis le 1er septembre. Ok. Donc ouais, assez récent. Donc c'est tout frais, ouais. Assez récent. Et donc qu'est-ce que tu veux faire du coup maintenant? Alors maintenant, je voudrais vraiment m'atteler uniquement à l'immobilier, donc faire marchand de biens. Ok. C'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure. On a généralement l'envie de déjà se créer des revenus passifs ou autres, mais en tout cas souvent des revenus passifs pour pouvoir quitter son job et s'y atteler à plein temps ou faire autre chose. Moi je suis tellement impatient en fait de vouloir en vivre. J'ai pris la décision en fait de partir de mon travail actuel pour en vivre, donc faire de l'achat, réno, revente, détachement terrain bâtir, etc. Ce qui me permettra vraiment d'avoir le meilleur rendement en termes de temps investi et revenus possibles, puisque il y a des sommes intéressantes à gagner. Ouais. Il y a des revenus potentiellement qui peuvent être plutôt intéressants pour un temps finalement investi qui n'est pas si dingue que ça, Oui. Ou en tout cas qui sera concentré différemment. Oui, c'est ça. Ouais. L'activité de marchand de biens, c'est pas du temps complet, c'est des temps précis, mais c'est dans une durée qui peut être longue. Les projets peuvent être portés de manière assez longue. Pour en revenir à ton histoire avec l'immeuble et la zone ABF,
finalement, C'est ça. moi l'instruction de ton permis de construire ou ta déclaration préalable, finalement, tu vas pas attendre tu fais rien. prospecter pour un autre bien. Ouais, tu fais rien. Ouais. Donc ça me permettra vraiment de sortir un petit peu de cette fameuse rat race. Ouais, mais c'est cool, nouvelle carrière. Du coup, votre entourage, comment il réagit déjà au simple fait que vous investissiez? Parce que déjà, ça peut représenter quelque chose de compliqué pour l'entourage à comprendre quand l'entourage n'est pas investisseur. Voilà, est-ce que dans votre entourage, il y a des investisseurs immobiliers ou autres comment ils ont compris ce que vous avez fait C'est rigolo parce qu'au début, c'était pas des moqueries, mais des petites piques. Ah mais carrément, monsieur il achète un immeuble, genre des trucs comme ça. Ah oui. Alors que toi tu as acheté une maison et mon immeuble c'est même pas le prix de ta maison, tu sais pas. Ouais, d'accord. Comme ça, puis après finalement quand il voit que tu as acheté un truc, ma copine c'est pareil, sa sœur, au début elle se moquait un petit peu, puis maintenant c'est ah ben ouais mais moi j'achèterais bien un immeuble aussi. Enfin elle dit ça, elle croit que c'est facile, ma copine elle a visité des dizaines de trucs avant d'en acheter un qui était bien, elle a passé du temps. Puis du coup les gens ils croient que c'est simple, ah ben moi aussi je vais faire ça. C'est pas un truc que tu fais du jour au lendemain, elle aussi elle s'est formée, elle a appris comment il fallait faire, elle a passé du temps. Les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière, ils se disent c'est facile, c'est un petit peu compliqué, enfin il y a des étapes à faire. Oui, c'est du taf, il faut respecter certaines étapes, savoir ce qu'on fait, bien sûr. Ouais. Et toi du coup, l'entourage, comment il réagit? En plus toi tu as quitté ton job en plus, donc tu es en mode je fais un nouveau projet, ils se prennent pour un fou? Ouais, un petit peu. Mais déjà de fil en aiguille par rapport au fait de connaître certains investisseurs ou pas, enfin honnêtement à la base c'est pas du tout mon entourage. Mais forcément à force d'avoir un intérêt sur le même sujet, de fil en aiguille on commence à rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies ou qui ont déjà fait ou autre. Ça arrive assez tardivement, mais du coup maintenant j'ai quelques investisseurs dans mon entourage. Familialement parlant, c'est un petit peu ce que tu dis, effectivement on se dit qu'est-ce qu'il fait, est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est quand même des sommes engagées qui représente un peu d'argent quand même. Donc on m'a pris un peu pour un coup. Mais finalement, ça m'apporte assez peu, parce que du moment où tu es bien formé et que tu sais là où tu vas et comment il faut le faire, tu as beaucoup moins peur. T'as beaucoup moins peur. Ils sont surtout inquiets pour toi, c'est ça? On a la sensation que chaque fois que j'achète quelque chose, il vaut uniquement un endettement. Ouais. Et pour certaines personnes, ça peut être un mauvais endettement, parce qu'un endettement, ça reste un endettement, mais je dors mieux maintenant que je suis endetté, quoi. Et j'espère avoir encore plus d'endettement, du coup. Mais oui, on m'a pris un petit peu pour un fou, et puis tout le monde ne comprend pas le pourquoi du comment. Mais vous en parlez quand même en famille de ça, ou c'est un sujet vous le laissez de côté Alors maintenant, on s'y intéresse de plus en plus, mais plutôt sur l'aspect, alors, comment ça rend maintenant que tu as fini ton placo, est-ce que sur les travaux. Ouais. Moi, du coup, j'aurais pas mis cette table à cet endroit-là, mais plutôt là. L'implantation, je l'aurais fait comme ça, mais rarement sur l'aspect montage pur. Non, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Le pourquoi du comment, c'est rarement abordé, mais plutôt vraiment sur l'aspect déco, finition, des conseils travaux un petit peu aussi. Plutôt ce genre de choses. Ok. C'est vrai que souvent les gens ils se sont pas renseignés sur un sujet, mais ils donnent quand même des conseils ou ils donnent leur avis. Quand tu leur dis on peut trouver un bien qui s'autofinance comme ci, comme ça, de telle façon. Puis ils disent mais non, mais si ça existait, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ah non, mais la preuve, tu le fais pas. Alors oui, il y en a qui le font, mais. Oui, non, mais oui, de toute façon, on est en plein dans de la dissonance cognitive. D'ailleurs, la majorité des gens ont souvent tendance à penser qu'il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Oui. En fait, pour investir, alors que finalement. C'est plutôt le projet qui va faire, pas l'inverse, quoi. Celui qui est bien formé, même en gagnant même peu sa vie, peut avec quelque chose de bien monté, ficelé, peut investir, quoi. C'est vrai, ma copine, je crois qu'elle est, je sais même pas, mais à 1600, 1700 euros par mois. Et l'an dernier, elle a acheté son premier immeuble toute seule avec celui qu'elle a négocié à mort. Il y a 6 mois, elle s'est acheté un petit appartement à Nice. Elle a fouillé toutes les annonces, elle en a trouvé un vraiment pas cher. Elle l'a acheté en nom propre aussi, elle se le retape. Et là, elle va acheter un truc en SCI ou en SARL avec son frère. Donc même avec un salaire modeste, ça se fait. Ouais, c'est clair que les gens ne se rendent pas compte en fait. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ils ne se rendent pas compte des possibilités qu'il y a avec l'immobilier notamment, parce que là on est beaucoup tourné IMO, mais ça reste un super secteur pour faire développer du patrimoine, des revenus ou entreprendre, hein, parce qu'en fait on se retrouve
je le dis souvent, quand on gère une opération immobilière de A à Z, même si c'est pour nous-mêmes, à titre personnel, patrimonial, on se retrouve à être un entrepreneur un peu de fait, parce qu'on gère tellement de corps de métier et d'aspects différents entre la recherche, la fiscalité, le financement, les travaux. On se retrouve à gérer et donc beaucoup de choses. Donc c'est assez transversal et puis c'est une forme d'entrepreneuriat, quoi. Donc c'est souvent ça qui effraie, hein, au-delà en plus de la dette, de se dire l'immobilier. Quand on entend parler d'immobilier dans la presse, c'est souvent de manière négative. Je ne sais pas s'il y a autre chose que vous vouliez ajouter dans ce qu'on se dit là aujourd'hui sur votre retour d'expérience, quoi. Je sais pas, des messages ou des recommandations pour les gens qui nous suivent. Moi, juste sur la formation, en fait, toi, tu as un exemple bien pointu de tel conseil là dans telle vidéo en 2 minutes il m'a permis de dégager 180 € par mois. Moi, j'ai pas d'endroit d'exemple aussi précis, mais c'est juste sur l'ensemble de la formation, toutes les vidéos que j'ai regardées. Ce qui était sympa, c'est vraiment que ça listait bien toutes les étapes du début à la fin, donc comment rechercher les biens, où est-ce qu'on va regarder tout ça, comment aller les visiter, à quel point il faut faire attention, puis après comment faire son dossier. Ça c'était incroyable. La première fois que j'ai fait mon dossier pour aller dans une banque, donc j'avais fait un truc super clean, une vingtaine de pages avec mes revenus, tout ce que j'ai, mon petit patrimoine, et l'analyse, la rentabilité du truc, je prévois avec 2-3 taux différents, j'ai mis des tableaux, tout ça. J'avais envoyé à 4-5 banques, puis tous ils m'ont dit mais wow, c'est incroyable, ça fait 15 ans que je suis là et j'ai jamais vu un dossier aussi bien. Donc bien. Ouais. Et en plus, tu parles d'une version de la formation qui a 7 ans, quoi. Oui. Ouais, Et voilà, donc ça, le dossier, et après tout le reste, comment négocier, et puis ensuite, je me souviens que tu avais fait un truc sur l'imposition aussi, c'était tout un bordel dans ma tête, mais finalement, après t'avoir vu, tu avais fait un petit schéma avec des bulles, et c'était super clair, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est limpide. Donc ça qui était cool d'avoir un truc que j'ai vu à la fin. Moi je suis un peu carré, j'aime bien les trucs organisés, donc là tu as les étapes, tu suis. Ouais. Aujourd'hui, vous exploitez comment vos biens immobiliers d'ailleurs, parce qu'on l'a même pas évoqué, c'est quoi, location nue, meublé, courte durée, coloc, qu'est-ce que vous avez fait C'est du meublé avec des gens, c'est géré par l'agence et il y a eu un étudiant une fois, mais sinon c'est des gens qui ont vocation de rester. Il y en a un qui fait 3 ans qu'il y est, l'autre 2 ans. Et donc c'est du meublé avec le déficit, tous les travaux, j'avais mis beaucoup de travaux, 60 000 € de travaux. Donc il y a ça qui s'impute. J'ai pris un cabinet où ça part chez eux, mais ils font du bon job. C'est facile, c'est sur internet, je leur jette toutes mes factures sur mon espace perso. Ils me demandent tous les trucs qui manquent. Comme ça, si j'ai des oublis, plutôt que de le faire tout seul dans mon coin, c'est bien d'avoir quelqu'un de professionnel. En plus aussi, grâce à eux, j'ai gagné une grosse partie de la CFE. Ouais. Je ne savais pas, depuis le début, j'ai payé 1 500 € de CFE par an. Un jour, ils m'ont écrit en me disant tenez, signez ce formulaire, envoyez-le aux impôts. Formulaire tout pré-rempli avec mes chiffres. On me demandait une exonération, je ne sais pas pourquoi, une demande de plafonnement. Et les impôts m'ont remboursé 1 200 sur 1 500. Je ne savais pas du tout que ça existait, et c'est eux qui me l'ont dit. Donc, c'est bien de travailler avec des pros. Ouais, c'est des dépenses sur lesquelles le comptable, typiquement, c'est des dépenses sur lesquelles, il faut faire attention au prix qu'on paye, mais c'est bien d'avoir un comptable, quoi. Des fois, j'ai des personnes qui me demandent s'ils peuvent faire l'économie d'un comptable, mais c'est vraiment pas le genre de poste sur lequel il faut... Et surtout qu'en prenant le centre de gestion agréé, déjà il y a les 2 tiers qu'on déduit directement de ses impôts, oui. Ça c'est gratuit. Et le tiers restant, on le met dans ses charges, donc lui pareil, ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc meublé, long terme pour toi? Et toi Jordan, comment tu les exploites ces différents biens? Alors j'en ai 4 en LMNP. On est sensiblement au plafond parce que les règles oui. ont un petit peu changé. Le local commercial, c'est du nu, c'est un bail commercial 369. Pour l'instant on est encore en bail précaire, mais on va bientôt passer sur un bail 369. On va tout en meublé. D'accord, tout en meublé. Pour le prochain bien, les prochains lots en tout cas, je pense plutôt me rapprocher d'une SCI d'Aliès. Ok. Bon, très bien, très bien. Écoutez, merci pour ce retour d'expérience. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour. C'était intéressant d'avoir vos différents parcours en regard et puis comment vous y êtes pris. Merci. Et puis, on vous souhaite beaucoup de bons investissements. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler de vos nouveaux projets. Ouais. Merci.